Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Bienvenue dans ce journal du 6 février 2022, dont voici les principaux titres. Les détenus de Ruyigi menacés par le paludisme, la toux et la pneumonie, ils dénoncent le sureffectif et d'autres mauvaises conditions carcérales. Et les membres du conseil d'administration de la FENACOBU accusés par le personnel de se partager les bénéfices des actions de cette fédération des coopératives. Vous allez également les suivre au cours de cette édition. Et certains conducteurs des véhicules de transport ne respectent toujours pas la suspension de la mesure de hausse des prix de transport. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Page coopération pour commencer. Le Burundi a été élu membre du Conseil de paix et sécurité ce jeudi en marge du 35e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. C'est cet organe qui est chargé de résoudre les conflits en Afrique. Josiane Mouzaneza. Le Burundi a été élu jeudi comme membre du Conseil de paix et de sécurité, l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Les pays deviennent membres de ce conseil par rotation selon les régions. En tout, 15 pays sont membres de cet organe, 5 pays pour un mandat renouvelable de 3 ans et 10 pays pour un mandat renouvelable de 2 ans. C'est le mandat de 2 ans pour lequel le Burundi a été élu comme représentant de l'Afrique centrale. La République démocratique du Congo a également été élue comme représentant de l'Afrique centrale pour un mandat de 2 ans. D'autres pays proches du Burundi qui ont été élus membres du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, c'est la Tanzanie et l'Ouganda qui représentent de leur côté l'Afrique de l'Est. Les pays élus au sein de cet organe s'engagent à contribuer en première ligne les troupes pour le maintien de la paix et la sécurité en Afrique et à anticiper et prévenir les différends et les conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre l'humanité. Ils s'engagent également à faire des contributions financières comme membres et pour des fonds spéciaux, même si le Conseil de paix et de sécurité a d'énormes compétences, y compris celle de déployer des troupes dans un pays visé sans son accord. Il n'a pas réussi à mettre en application ses plus importantes décisions sur le Burundi lorsque la crise liée à la contestation du 3e mandat du président de la République battait son plein. La plus importante de ces décisions était le déploiement d'une force de 5000 hommes, baptisée Mission africaine de prévention et de protection au Burundi, MAPROBU en sigle. Dans la décision de ce Conseil de paix et de sécurité du 17 décembre 2015, le Conseil prévoyait même de prendre des sanctions contre les acteurs burundais qui s'opposeraient au déploiement de cette force qui avait, entre autres, la mission de protéger la population et de veiller au bon déroulement du dialogue des protagonistes organisé par la communauté est-africaine. Mais après le rejet de ce déploiement par les autorités burundaises, la décision de ce Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine est restée lettre morte. C'est également au cours de ce 35e sommet des chefs d'État de l'Union africaine que Domitien Ndayizeye, ancien président de la République du Burundi, vient d'être nommé membre du groupe des sages de l'Union africaine. La décision a été prise par les chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba, en Éthiopie. Il a été élu pour un mandat de 3 ans, selon la représentation du gouvernement du Burundi à Addis Abeba. C'est ce gouvernement qui a proposé son nom. Page éducation sans transition. Les problèmes qui minent le secteur de l'enseignement, dont ceux relatifs aux équipements dans les écoles, ne peuvent pas être résolus définitivement. Propos du ministre burundais de l'Éducation lors de la présentation du bilan semestriel des réalisations de son ministère. Partant de l'exemple de banc pupitre, le ministre François Havyarimana a indiqué que c'est quelque chose qui exige un entretien quotidien comme la vie d'une personne. François Havyarimana, c'est le ministre burundais de l'Éducation nationale. Je dois vous dire que les écoles ou le système éducatif, c'est comme toute organisation, c'est comme tout individu.
on ne peut en aucun cas dire qu'on a répondu à tous les problèmes ou qu'on a trouvé une solution à tous les problèmes que chaque individu a ou que chaque institution a. Donc c'est une activité de tous les jours. On doit donc rester à l'œuvre pour résoudre tous ces problèmes. Mais à l'étape où nous sommes, je dois vous dire que nous sommes à une étape très très satisfaisante, de telle sorte que, en tout cas, la plupart des problèmes que nous avons dans les écoles sera résolus. Mais ça ne signifie pas que nous allons résoudre tous les problèmes dans les écoles. Ce sont donc, comment dirais-je, nous devons tous les jours nous atteler à ce travail pour résoudre tout problème qui surgit dans les écoles. À chaque minute, à chaque jour, il y a des bancs pupitres qui se cassent dans les écoles. On ne peut donc pas prétendre que le problème de bancs pupitres va être définitivement résolu. Mais je dois vous dire que les solutions sont trouvées régulièrement. L'année prochaine, on fera de même. L'année suivante, on fera de même. Et donc, ce problème de bancs pupitres va certainement trouver une solution. Pas plutôt totale, mais une solution satisfaisante. Et le Conseil des ministres de jeudi a approuvé la stratégie nationale d'éradiquer le phénomène des enfants de la rue, les adultes mendiants et de leur réintégration dans les familles. Cette stratégie a pour but la protection de l'enfant en soi et le renforcement de la sécurité. Le Conseil des ministres a par contre émis quelques suggestions comme la réhabilitation des centres de transit existants. Suivez à ce propos le porte-parole du gouvernement, Prosper Nahogwamie. Stratégie nationale de prévention du phénomène des enfants en situation de rue et des adultes mendiants ainsi que leur réintégration communautaire. Cette stratégie a été présentée par la ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre. Cette stratégie rentre dans la dynamique multisectorielle du gouvernement d'éradiquer le phénomène des enfants en situation de rue par la mise à disposition de tous les intervenants dans la protection de l'enfant au Burundi d'un outil adapté d'orientation stratégique. Elle intègre également les cas des enfants de rue devenus entre-temps des adultes mendiants, de même que les autres adultes mendiants. Bâtie sur la vision de voir un Burundi sans enfants en situation de rue, cette stratégie répond à un double enjeu, la protection de l'enfant et la prise en compte des impératifs de sécurité publique. La stratégie propose dans un premier temps un processus de gestion du phénomène reposant sur des actions préventives qui offrent aux concernés l'alternative de rester dans la communauté au sein de la famille, où ils reçoivent l'accompagnement nécessaire en vue de préparer leur avenir. Dans un deuxième temps, elle prévoit une prise en charge depuis le retrait de la rue jusqu'au suivi, une fois intégrés dans la communauté ou en famille d'origine, en passant par des centres de transit temporaires où ils se préparent à regagner leur famille et leur communauté, puis y jouer un rôle d'acteur de développement. Sur le plan de la mise en œuvre, la stratégie définit une approche systémique où tous les intervenants, chacun joue son rôle, famille, communauté, administration, partenaires au développement, etc. Après échange et débat, la politique a été adoptée avec les recommandations suivantes. Structurer le document en chapitres pour rendre sa lecture aisée, réhabiliter les centres de transit existants, mettre en place un centre d'accueil spécial pour les récalcitrants ou les récidivistes et prévoir une formation et un travail spécifique pour eux, appliquer la loi pour les mendiants adultes, décourager certaines associations qui encouragent et utilisent les enfants de la rue dans la mendicité. Pour ceux qui utilisent les bébés dans leur mendicité, qui souvent ne sont pas les leurs, récupérer ces bébés jusqu'à ce que leur mère apparaisse. Quatrièmement, note sur le calcul des cotisations et majorations de retard pour les carrières des ex-PMPA et compléments de carrière des démobilisés ou mises à la retraite anticipée. Cette note a été présentée elle aussi par la ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre. Voilà, c'est Prosper Nahogwamie, le porte-parole du gouvernement du Burundi. Dans un instant, nous nous rendons à Ruyigi.
Je vous le disais dans les titres, la malaria, la toux et la pneumonie menacent les détenus de la prison centrale de Ruyigi. Des maladies et infections consécutives à de mauvaises conditions carcérales. Le sureffectif de détenus fait que certains dorment à la cour intérieure et à même le sol. Le point avec Eloge Kwizera. L'effectif des détenus est devenu le triple de la capacité d'accueil de la prison centrale de Ruyigi. Aujourd'hui, cette prison héberge 980 détenus, alors que sa capacité d'accueil ne dépasse pas 350 détenus selon nos sources. Ce sureffectif fait que certains détenus passent la nuit à la belle étoile dans la cour et d'autres dorment dans une église. Comme c'est la saison des pluies, certains n'ont pas où s'abriter selon nos sources qui signalent que certains détenus attrapent le paludisme ou la toux. Quand il pleut, certains détenus se réfugient dans les toilettes selon toujours nos sources. Parmi les codes de ce surnombre, nos sources citent le retard des procès. Elle évoque, par exemple, des détenus en provenance de la province de Cankuzo qui ne comparaissent pas à temps parce qu'ils doivent attendre les juges en provenance de la même province. Or, selon toujours nos sources, ces juges évoquent souvent le manque de carburant pour les déplacements vers Ruyigi. Auparavant, lorsque l'effectif de détenus devenait impressionnant à Ruyigi, ils étaient transférés à Gitega. Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce qu'une partie de la prison centrale de Gitega a récemment été ravagée par l'incendie. Selon nos sources, les détenus de Ruyigi craignent également l'écroulement éventuel de la prison puisque ces bâtiments sont vétustes et ont des fissures. Toujours en page société, l'insécurité alimentaire est l'un des problèmes qui hantent les pays de la région de l'Afrique de l'Est. Selon le journal The East African, plus de 19 millions de personnes ressentent en général la gravité de sa morsure plus que les autres dans cette région. Les détails avec Danny Claire et la Trouva. L'insécurité alimentaire menace davantage l'Afrique de l'Est. Selon le journal de East Africa du Kenya, 19 500 000 personnes sont plus touchées par l'insécurité alimentaire dans la région de l'Afrique de l'Est, y compris le Burundi. La Somalie occupe la première place parmi les pays les plus touchés par la famine dans cette région. En effet, plus de 50% de la population somalienne souffre de l'insécurité alimentaire. Après la Somalie, suivent le Burundi et le Soudan du Sud, dont plus de 49% de la population souffre de la famine. Le Rwanda et le Djibouti sont classés derrière le Burundi et le Soudan du Sud, avec respectivement plus de 26 et 27% de leur population dans l'insécurité alimentaire. En effet, le Soudan, l'Éthiopie et le Kenya, où on a enregistré respectivement 25,1%, 24,1% et 23% de leur population. Les différents conflits et la famine qui a ciblé même le peu de bétail survivant dans la région de l'Afrique de l'Est seraient à l'origine de l'insécurité alimentaire qui y sévit. En plus, ces chiffres alimentent la probabilité inquiétante que le monde risque de ne pas parvenir à son engagement d'éliminer la famine d'ici 2030. De surcroît, le programme alimentaire mondial avertit que 41 millions de personnes au niveau mondial vivent au bord de la famine. Je vous le disais également dans les titres, le personnel et certains membres de la Fédération nationale des coopératives du Burundi, FENACOBU en sigle, accusent le conseil d'administration et les différents directeurs de cette fédération d'œuvrer pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt de la FENACOBU. Il faut savoir que les bénéfices des actions des membres de cette fédération sont partagés chaque année entre ces différents directeurs. Les détails avec Onésime de Chimagize. Certains employés de la Fédération nationale des coopératives du Burundi, FENACOBU en sigle, et certains membres de cette fédération pointent du doigt les différents responsables de cette fédération d'user de leur pouvoir pour partager presque tous les bénéfices de cette fédération. C'est pour cette raison, selon certains membres de la dite fédération, que le conseil d'administration cherche à tout prix d'investir au poste de directeur général de la FENACOBU. Un des cadres de cette fédération, en violation des dispositions relatives au recrutement du personnel, témoigne un des employés de la FENACOBU.
On a déjà constaté qu'un petit groupe de directeurs de la FENACOBU veut s'approprier de tous les bénéfices de cette fédération, à commencer par le directeur général, le directeur juridique, le directeur administratif et financier, le directeur d'inspection et le directeur d'exploitation. C'est très inquiétant de voir comment ils cherchent à investir à la tête de la FENACOBU un nouveau directeur en violation de la loi. Et tout cela pour s'accaparer de tous les bénéfices de cette fédération au détriment des actionnaires. Ces employés de la FENACOBU pointent du doigt au directeur juridique Onesphore Nyonguru d'avoir élaboré des textes juridiques favorables aux responsables qui veulent s'approprier des bénéfices de la FENACOBU. Ils évoquent ici une disposition qui stipule qu'un directeur qui arrive au terme de son mandat doit bénéficier d'un montant de 8 mois de salaire. Ce qui justifierait pourquoi le directeur général Vincent Mibigira aurait bénéficié d'une somme de 40 millions de francs burundais, seulement un des employés de la FENACOBU. Le directeur général qui vient de terminer son mandat a reçu un montant de 40 millions de francs burundais. Pourquoi alors on lui a donné une telle somme d'argent? C'est parce que celui qui a élaboré ces dispositions fait partie de ce groupe qui veut s'accaparer de tous les bénéfices de la FENACOBU. C'est pourquoi nous demandons aux responsables de la BRB et à la justice burundaise de suivre de près ce qui se passe à la FENACOBU afin d'empêcher les responsables de cette fédération de s'approprier des bénéfices des actionnaires. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les membres du conseil d'administration de la FENACOBU pour de plus amples éclaircissements. Dans un instant, nous parlons du transport en commun. À Kayanza, les conducteurs de véhicules de transport en commun n'ont pas observé la mesure du ministre en charge du commerce et du transport de suspendre la hausse du ticket de transport. Les propriétaires de ces véhicules avancent qu'ils seraient en train de travailler à perte. Les détails avec Elvis Nyomongere. Les habitants de la ville de Kayanza déplorent le fait que les conducteurs de véhicules de transport en commun et moto ne respectent pas les prix des tickets de transport. Depuis la hausse du prix du carburant, les transports de biens et de personnes dans cette province ont fait recours à une spéculation exagérée. Non seulement ils n'ont pas observé l'annulation de la mesure en rapport avec la hausse des prix de transport, mais plutôt ces transporteurs ont majoré davantage sur les tarifs que la ministre du Commerce, Transport et Industrie a récemment rejeté. Le tronçon Bujumbura-Kayanza, le ticket était fixé à 6 000 francs, mais aujourd'hui il est à 7 000 francs. Pour les bus des agences de voyage, le ticket est de 8 000 francs pour Bujumbura-Kayanza. Du chef-lieu de province Kayanza, de la commune Mohanga, le ticket sur moto était de 8 000 francs, mais aujourd'hui c'est 10 000 francs. Kayanza-Ngozi, le ticket est passé de 2 500 à 3 000 francs. Du quartier au chef-lieu de la province Kayanza, le prix de déplacement a doublé sur moto. Par exemple, à partir de l'endroit dit au dépôt vers le Kurubaho, le ticket qui était de 500 est passé à 1000 francs. Les habitants de la ville de Kayanza plaident pour le strict respect des prix de transport. Les usagers de véhicules de transport en commun et les motards indiquent qu'ils ne cautionneraient pas de travailler à perte. La rédaction de la RPA a été au courant que même dans la province de Gitega, Muyinga et Ngozi, la situation se présente ainsi. Le ministre du Commerce, Transport et Industrie avait pourtant suspendu la mesure relative à la hausse des prix de transport, alléguant que la mesure était irrégulière. Clôturons cette édition en parlant toujours de cette suspension de la hausse du prix du ticket de transport qui n'est pas non plus respectée dans la ville de Bujumbura. Les habitants de la capitale économique se plaignent du fait que les conducteurs de bus de transport en commun passent outre la décision du ministre du Commerce et du Transport. Les détails avec Eric Nyonzima. Les usagers du transport en commun dans la municipalité de Bujumbura indiquent qu'ils continuent de payer une somme de 500 francs alors que la mesure avait été annulée vendredi par le ministère du Commerce, Transport et Industrie. L'un des habitants de la capitale économique dénonce une violation flagrante de la loi. Depuis que cette décision ait été prise, les convoyeurs des bus ne la respectaient pas. Hier, vers 14h, j'ai quitté la zone Ngagara pour me rendre au centre-ville et j'ai payé 500 francs. Je n'ai pas voulu me disputer avec les convoyeurs parce que ces derniers nous insultent et nous intimident. Visiblement, il n'y a pas une loi qui protège les clients à bord de ces bus. J'ai été aussi à Kanyosha. J'ai également payé 500 francs. C'est très regrettable que cette décision ne soit respectée.
Les citoyens de la mairie de Bujumbura plaident pour le strict respect de la loi. Nous demandons aux responsables concernés, il y en a ceux qui sont chargés de la circulation routière, le maire de la ville, le ministère ayant dans ses attributions le transport qui a pris cette mesure de la faire respecter. On dirait que ces convoyeurs sont dans un autre pays pour violer cette décision. La hausse des prix de transport avait alors été rejetée vendredi dernier par le ministère du Transport, Commerce et Industrie. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 6 février 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.